Hier soir, il s'est passé quelque chose au MetLife Stadium, dans le New Jersey, qui n'avait rien à voir avec un ballon entrant dans un filet, mais tout à voir avec le pouvoir, l'argent et la politique sous un maillot jaune. Le Brésil est éliminé de la Coupe du Monde. Pas par l'Argentine, pas par la France, pas par un adversaire que les livres d'histoire qualifieraient de rival naturel. Éliminé par la Norvège, 2 buts à 1, en huitième de finale. Et si vous pensez que l'histoire s'arrête là, c'est que vous n'avez pas suivi ce qui se joue depuis des semaines dans les coulisses de ce tournoi. Car cette défaite ne se résume pas à des pénaltys manqués ni à un jeune attaquant paralysé face au gardien. Elle raconte une Coupe du Monde placée sous l'ombre d'un président américain en exercice qui se rapproche dangereusement de l'homme qui dirige le football mondial. Elle raconte une fédération plus soucieuse de protéger un contrat que de reconnaître une erreur. Et elle raconte une génération dorée du talent brésilien qui vient peut-être de voir sa meilleure chance lui échapper pour de bon. Commençons par le match lui-même, parce que ce qui s'est déroulé sur le terrain a préparé tout ce qui a suivi. Le Brésil abordait ce huitième de finale en favori. Il avait terminé en tête de son groupe, il avait difficilement écarté le Japon au tour précédent, et il avait Vinicius Junior dans la meilleure forme de sa carrière, avec 4 buts avant d'entrer dans la phase à élimination directe. Sur le papier, cela ressemblait à une formalité. Sur le terrain, c'est devenu un désastre que les chaînes sportives brésiliennes repasseront pendant des années. Au bout de 14 minutes, le Brésil a obtenu un penalty. L'arbitre Ismail Fat a désigné le point de penalty après une intervention maladroite dans la surface et après confirmation par l'assistance vidéo, le Brésil tenait l'occasion parfaite de prendre rapidement le contrôle. La Norvège cherchait encore ses repères, ajustait encore son organisation défensive. C'était le moment. Puis quelque chose d'étrange s'est produit. Le ballon n'est pas allé à Vinicius Junior, l'attaquant brésilien le plus dangereux du tournoi. Il est allé au milieu de terrain Bruno Guimaraes. Le gardien norvégien Orjan Nyland a parfaitement lu sa course d'élan avec tant d'arrêt et a repoussé la tentative sans grande difficulté. En un seul instant, les rouages brésiliens ont commencé à se gripper. Et la question qui a explosé sur toutes les radios, dans toutes les conversations de groupe et dans toutes les rédactions sportives du pays était d'une brutalité limpide. Pourquoi Vinicius Junior n'a-t-il pas tiré ce penalty? Carlo Ancelotti a répondu directement en conférence de presse après le match, et sa réponse n'a fait que jeter de l'huile sur le feu. Il a expliqué que le staff avait étudié les statistiques de penalty sur une année entière, et que le classement dans l'ordre était Rafinha, blessé et indisponible, puis Neymar, Igor Thiago, Bruno Guimaraes et Gabriel Martinelli. Vinicius Junior, selon les propres chiffres d'Ancelotti, ne figurait même pas dans les 5 premiers. Il faut s'arrêter une seconde là-dessus. Vinicius Junior a transformé 13 pénaltys sur 19 dans sa carrière en club et venait de signer un nouveau contrat avec le Real Madrid. Pourtant, aux yeux de son propre sélectionneur, il passait derrière 4 coéquipiers au moment le plus important. Son bilan sur pénalty avec la sélection est, il faut le reconnaître, compliqué. Il a manqué 2 de ses 3 dernières tentatives avec la Seleção, dont une contre le Venezuela en 2024. Les chiffres existent, mais les chiffres expliquent rarement pourquoi une décision fait aussi mal. Ce n'était pas un choix discret, enfoui dans une conversation de vestiaire. Il a été annoncé publiquement, nom par nom, alors que l'équipe était déjà éliminée, pendant que Vinicius Junior était assis dans la salle et entendait son propre entraîneur le placer derrière ses coéquipiers en direct à la télévision. L'adjoint d'Ancelotti, son fils et membre du staff lui aussi, a ensuite défendu cette décision comme une procédure normale, en affirmant que l'ordre des tireurs est toujours établi avant le coup d'envoi et communiqué aux joueurs à l'avance. Techniquement, cela tient debout. Émotionnellement, c'est presque impossible à avaler pour un public qui a vu son joueur le plus en forme debout sur la pelouse, disponible, expérimenté, et simplement écarté du moment clé. Si ce penalty manqué a été le pire instant de la soirée pour le Brésil, il a très vite été éclipsé par un chiffre qui a stupéfié les analystes du monde entier. Le Brésil a terminé le match avec seulement 34% de possession. 34. C'est la plus faible part de possession de toute l'histoire du Brésil en Coupe du Monde.
plus basse que n'importe quel match joué par Pelé, plus basse que n'importe quel match de Ronaldo, plus basse que toutes les soirées difficiles jamais enregistrées dans la longue histoire mondiale du pays. La nation qui a inventé le beau jeu, réduite à courir après des ombres face à une équipe norvégienne qui restait sur 5 matchs sans défaite avant cette rencontre. Ancelotti avait bâti son plan autour d'un bloc défensif bas et de contre-attaques rapides, dans l'espoir d'exploiter la vitesse de Vinicius Junior et de Rodrigo dans les transitions. Sur le papier, cela se tenait. Sur le terrain, la Norvège a simplement été plus intelligente. Elle a densifié l'axe, coupé les lignes de passe et attendu patiemment son ouverture. Cette ouverture est arrivée à la 79e minute. L'ailier norvégien Sielup a débordé sur le côté droit, atteint la ligne de sortie de but et déposé un centre précis au second poteau. Erling Haaland, montrant exactement pourquoi il est aujourd'hui considéré comme le numéro 9 le plus létal au monde, a pris le dessus sur Gabriel Magalhaes dans les airs et placé une tête puissante hors de portée d'Alisson. 1-0 Norvège. Ancelotti a immédiatement réagi, en lançant Neymar à la 82e minute et en poussant toute son équipe vers l'avant à la recherche de l'égalisation. Cela a presque fonctionné. Un football chaotique, désespéré, sans filet. Mais dans les dernières secondes du temps réglementaire, Haaland a porté le coup final. Une frappe basse et tendue depuis l'entrée de la surface, collée au poteau gauche, qui n'a laissé absolument aucune chance à Alisson. 2-0. Le rêve mondial du Brésil était pratiquement terminé. Ces 2 buts ont porté Haaland à 9 réalisations dans le tournoi, le plaçant au niveau de la course aux souliers d'or et confirmant son statut d'attaquant le plus redouté encore en lice. Des informations venues de Norvège cette semaine laissent entendre que les recruteurs de toute l'Europe ont pris note, même si personne ne s'attendait à ce que le plus gros titre de la soirée vienne de son propre père. Alors que le match était encore en cours, Alf-Inge Haaland, le père d'Erling Haaland, a été abordé par un journaliste à l'extérieur du stade et interrogé directement sur l'avenir de son fils. Sa réponse était prudemment vague, mais impossible à ignorer. « Tout le monde veut jouer pour le Real Madrid », a-t-il déclaré, sans fermer aucune porte et sans démentir quoi que ce soit. Pensez à l'ironie contenue dans cette phrase. Carlo Ancelotti, l'homme même qui entraînait le Real Madrid il y a un peu plus d'1 an, venait d'être éliminé de la Coupe du Monde par le joueur dont le père laissait entendre qu'un avenir au sein de l'ancien club d'Ancelotti restait possible. Et ce n'est pas seulement une rumeur de mercato lancée au hasard. Plusieurs médias européens ont rapporté ces derniers jours que la direction du Real Madrid, sous les ordres du nouvel entraîneur José Mourinho, avait discrètement donné son feu vert pour étudier une opération majeure autour de Haaland si Vinicius Junior devait finalement quitter le Bernabéu. Fabrizio Romano, l'une des voix les plus fiables du marché des transferts, a déclaré publiquement qu'un départ cette année était extrêmement improbable, compte tenu du contrat de longue durée de Haaland à Manchester, mais il n'a pas totalement exclu un changement à l'avenir. Pour l'instant, cela reste de la spéculation, pas un fait confirmé, alimenté par une phrase lâchée par un père et par une machine à rumeurs qui ne s'arrête jamais dans les médias footballistiques espagnols. Sous la polémique du penalty et les éclats de Haaland s'est retrouvé enseveli un moment déchirant pour l'attaquant de 20 ans Caio Henrique, considéré par beaucoup comme l'héritier à long terme du numéro 10 de Neymar. Entré pour apporter de la vitesse et de la verticalité à une attaque figée, Hendrick s'est retrouvé seul face au but dans l'une de ces rares occasions de 1 contre 1 qui peuvent définir une carrière. Nyland a parfaitement lu la situation, fermé l'angle et l'a repoussé. Ce n'était pas un manque de talent, c'était le poids écrasant d'un match à élimination directe en Coupe du Monde qui tombait sur de jeunes épaules encore en train d'apprendre à le porter. Et puis, il y a Neymar, ce qui est arrivé au meilleur buteur de l'histoire du Brésil dans les dernières minutes de ce match, et l'histoire dont on se souviendra bien après que la polémique du pénalty se sera dissipée. À la 10e minute du temps additionnel de la seconde période, alors que le Brésil était déjà mené de 2 buts et regardait l'élimination en face, l'arbitre Fat a de nouveau désigné le point de pénalty après une intervention dangereuse dans la surface. Cette fois, le ballon est allé à Neymar. Avec sa course d'élan caractéristique, marquée par un temps d'arrêt, il a pris Nyland à contre-pied et a envoyé le ballon dans le coin.
4-2. Trop peu, beaucoup trop tard pour changer le résultat, mais plus qu'assez pour refermer un chapitre de 16 ans de la manière la plus symbolique possible. Le MetLife Stadium était précisément le stade où Neymar avait fait ses débuts avec l'équipe nationale A en 2010 lors d'un match amical contre les États-Unis. 16 ans et 130 sélections plus tard, dans ce même stade, dans cette même ville, sa carrière internationale a pris fin. Quelques minutes après le coup de sifflet final, les yeux rouges et la voix brisée, il a simplement déclaré aux journalistes « J'ai essayé, j'ai commencé ici, je termine ici. Maintenant, c'est fini. » Il s'en va comme meilleur buteur de l'histoire du Brésil, avec 80 buts, un record qui avait autrefois appartenu à Pelé lui-même, et comme le deuxième joueur le plus capé de l'histoire de la sélection, derrière le seul Cafu. Sa carrière internationale aura été faite d'un éclat vertigineux et d'un chagrin tout aussi vertigineux. Blessé lors de la Coupe du Monde 2014 à domicile, avant l'infâme demi-finale perdue 7-1 contre l'Allemagne. En pleine possession de ses moyens, mais neutralisé tactiquement lors de la défaite en quart de finale contre la Belgique en 2018. De nouveau diminué au Qatar en 2022, avant que le Brésil ne tombe face à la Croatie au tir au but. Et maintenant, à 34 ans, arrivé à sa dernière Coupe du Monde avec déjà des limites physiques, disputant seulement 2 apparitions comme remplaçant dans tout le tournoi, avant d'inscrire un dernier but symbolique à la dernière minute de son dernier match. Il devient seulement le 2e Brésilien, après Pelé lui-même, à marquer dans 4 Coupes du Monde différentes. Le trophée qui aurait achevé son héritage n'est jamais arrivé. L'avenir de Neymar se déplace désormais entièrement vers sa carrière en club avec Santos, qu'il continue d'évaluer saison après saison, selon des personnes proches du dossier. Passons maintenant aux chiffres que les dirigeants du football brésilien ne veulent surtout pas voir imprimés en gros caractères cette semaine. Le Brésil n'a plus atteint une demi-finale de Coupe du Monde depuis la Russie en 2018, lorsque la Belgique l'avait éliminé en quart de finale. Avant cela, il y avait eu l'infâme 7-1 contre l'Allemagne à domicile en 2014, puis la défaite au tir au but contre la Croatie au Qatar en 2022, et maintenant une élimination en 8e de finale contre la Norvège en 2026, 4 Coupes du Monde consécutives, sans atteindre le dernier carré. La seule nation à compter 5 titres mondiaux en est désormais à 4 tournois d'affilée, sans même approcher une demi-finale. En creusant un peu plus, le chiffre devient encore plus dur. La dernière fois que le Brésil avait été éliminé aussitôt, en 8e de finale, c'était en Italie, en 1990, contre l'Argentine. 36 ans se sont donc écoulés avant que le football brésilien ne subisse à nouveau un effondrement aussi précoce. 36 ans, balayés en une seule nuit dans le New Jersey. Alors, où va le football brésilien maintenant? C'est la question que personne à Rio ou à São Paulo ne veut poser à voix haute, parce que toutes les réponses possibles sont inconfortables. Vinicius Junior, à 27 ans, reste l'un des attaquants les plus dangereux de la planète lorsqu'il est pleinement impliqué, mais il a été l'absence la plus visible du moment le plus important du tournoi. Hendrick, à 20 ans, possède un talent générationnel, mais il n'a pas encore prouvé qu'il pouvait porter tout le poids du rôle de point focal offensif du Brésil sous une pression maximale. Rodrigo, Martinelli, Lucas Paqueta et Bruno Guimaraes sont tous d'excellents talents individuels, mais aucun d'eux n'a affiché avec constance ce mélange de charisme et d'efficacité froide que Neymar incarnait à son apogée. Ancelotti lui-même s'est montré lucide sur la suite lors de sa conférence de presse, en expliquant que le Brésil avait besoin que ses jeunes talents franchissent un cap et que davantage de joueurs de haut niveau émergent du championnat national. Il a également confirmé son intention de rester. Et sur ce point, la politique du football brésilien a réagi très vite cette semaine. Un seul jour après l'élimination, le directeur du football de la Confédération brésilienne, Rodrigo Caetano, a déclaré aux journalistes qu'Ancelotti resterait à la tête de la sélection jusqu'au cycle de la Coupe du Monde 2030,
conformément à la prolongation de contrat signée en mai. Il est notre sélectionneur et le restera pendant tout ce cycle, Mali, a affirmé Caetano avec fermeté, coupant court à toute spéculation sur un changement immédiat, malgré la sortie brésilienne la plus précoce en Coupe du Monde depuis 36 ans. Cette décision, à elle seule, a déclenché un débat féroce dans les médias sportifs brésiliens cette semaine. Les critiques estiment que la fédération privilégie une fois de plus la stabilité contractuelle et la gestion de son image plutôt que la responsabilité en protégeant un entraîneur de prestige au lieu d'affronter les questions tactiques et humaines soulevées par la décision concernant le penalty de Vinicius Junior. Les soutiens d'Ancelotti répondent qu'une seule mauvaise soirée, aussi douloureuse soit-elle, ne doit pas ruiner un projet de reconstruction sur plusieurs années et que la continuité offre au Brésil sa meilleure chance de corriger des problèmes structurels profonds avant que le prochain cycle ne commence véritablement. Et c'est là que le football cesse d'être seulement un jeu pour commencer à toucher à quelque chose de plus vaste. Ce tournoi s'est déroulé sous l'ombre d'une relation inhabituellement étroite entre le président de la FIFA, Gianni Infantino, et l'actuel président américain Donald Trump. Des rapports publiés ce mois-ci indiquent que Trump a reçu d'Infantino des billets et des prestations d'hospitalité liées à la Coupe du Monde pour une valeur de plusieurs dizaines de milliers de dollars. Des déclarations financières désormais examinées par des élus et des organisations de surveillance qui s'interrogent sur l'opportunité pour un chef d'État en exercice de recevoir des cadeaux somptueux liés à une organisation que son administration est censée aider à promouvoir et à protéger durant la partie américaine du tournoi. Des élus européens ont, de leur côté, déposé des plaintes formelles concernant la conduite d'Infantino, ajoutant une nouvelle couche de controverse à une Coupe du Monde que certains commentateurs décrivaient déjà comme de plus en plus trumpisée. Un terme destiné à saisir la manière dont les sponsors privés, l'accès politique et le soft power se sont mêlés dans la présentation du tournoi sur le sol américain. Infantino a passé une grande partie de l'année écoulée à cultiver cette relation, rencontrant Trump plus fréquemment que presque n'importe quel autre dirigeant mondial, selon les grands médias qui ont couvert la préparation de ce tournoi. Les analystes décrivent cette dynamique comme mutuellement avantageuse. Trump obtient une scène mondiale de premier plan pour projeter son influence pendant un mandat politiquement chargé, tandis qu'Infantino s'assure le soutien de la Maison-Blanche et un traitement favorable pour un tournoi co-organisé par les États-Unis, le Mexique et le Canada. La question de savoir si Trump apparaîtra personnellement lors de la remise du trophée plus tard ce mois-ci reste un sujet de spéculation permanente parmi les journalistes qui suivent l'événement, d'autant que le président est resté absent de plusieurs grandes affiches plus tôt dans le tournoi. Pour une fédération comme celle du Brésil, déjà critiquée pour la décision concernant Ancelotti et pour la gestion du cas Vinicius Junior, ce contexte politique plus large ajoute une pression venue d'une autre direction. Des médias brésiliens ont souligné que l'enchevêtrement croissant de la FIFA avec des figures politiques américaines complique une relation déjà tendue entre les fédérations sud-américaines et la direction de la FIFA, notamment après des différends intervenus plus tôt cette année entre la fédération brésilienne et le président de la FIFA, Infantino, au sujet de buts refusés et de décisions disciplinaires durant la phase de groupe. Rien de tout cela ne change ce qui s'est produit sur le terrain, mais cela explique pourquoi tant de supporters ont le sentiment que cette Coupe du Monde porte une tonalité plus lourde, plus cynique que les précédentes. Un sport qui se targue d'imprévisibilité et de passion est de plus en plus évoqué en même temps que des déclarations de billets, des calculs politiques et des manœuvres de coulisses, plutôt que seulement pour le drame qui se joue entre les lignes. De retour sur la pelouse, 3 moments définissent précisément ce qui a mal tourné pour le Brésil, et ensemble, ils expliquent tout. D'abord, à la 14e minute, alors que le score était encore nul, le Brésil a obtenu un penalty et Ancelotti a choisi Bruno Guimaraes plutôt que Vinicius Junior, qui ne figurait même pas parmi les 5 premiers tireurs selon son propre entraîneur, une décision que le sélectionneur a défendue uniquement par les statistiques, alors que le débat refuse de s'éteindre. Ensuite, Hendrick a gâché un face-à-face en or avant que Haaland ne frappe 2 fois à la 79e puis à la 90e minute
éliminant le Brésil avec le plus faible pourcentage de possession de son histoire en Coupe du Monde, 34%. Enfin, Neymar est entré en jeu, a marqué un penalty dans le temps additionnel, puis a annoncé en larmes sa retraite internationale, dans le stade même où son histoire avec la sélection avait commencé 16 ans plus tôt. Voilà les faits. Ce qui se passe maintenant est la question bien plus intéressante. Ancelotti reste, soutenu par une fédération déterminée à éviter une remise à zéro totale. Neymar s'en va, refermant l'une des carrières internationales les plus brillantes et les plus douces amères de l'histoire du football brésilien. Vinicius Junior retourne à Madrid avec un entraîneur, Mourinho, qui, selon certains rapports, pèserait son avenir à long terme face à une hypothétique poursuite de Haaland, une intrigue rendue encore plus fascinante par les commentaires ambigus de son propre père pendant le match. Et le football brésilien, nation la plus titrée de l'histoire de la Coupe du Monde, se retrouve désormais avec 28 ans d'attente pour un nouveau titre, contraint de répondre à une question sans solution facile. Une approche conservatrice, guidée par les statistiques, et pensée d'abord pour défendre, peut-elle vraiment être la formule qui le ramènera au sommet du sport qu'il affirme encore avoir inventé? Il existe aussi une histoire plus discrète sous tout cela, que les commentateurs sportifs brésiliens n'ont commencé à évoquer que depuis un jour ou deux. Selon plusieurs informations venues de médias sud-américains, des tensions s'accumulaient déjà au sein du camp brésilien avant même le match contre la Norvège, à la suite de la controverse autour du but refusé à Vinicius Junior durant la phase de groupe et d'une lettre formelle que la fédération brésilienne aurait envoyée au président de la FIFA, Infantino, pour contester l'arbitrage. Certains commentateurs ont avancé l'idée, encore non confirmée et relevant très clairement de la spéculation, que la frustration persistante liée à cet épisode aurait pu affecter subtilement la confiance entre le staff technique et certains joueurs avant les matchs à élimination directe. Rien de tout cela n'a été officiellement vérifié par la fédération, et cela doit être considéré comme un bruit de fond plutôt que comme un fait établi, mais cela ajoute une couche supplémentaire à une histoire de vestiaire qui contenait déjà beaucoup de tensions, avant même le coup d'envoi contre la Norvège. Ce qui est confirmé, en revanche, c'est la forme que prend la suite pour les deux équipes impliquées dans ce match. La Norvège va désormais affronter l'Angleterre en quart de finale, une affiche qui se jouera devant l'une des plus grandes audiences télévisées mondiales du tournoi, compte tenu du statut de la Norvège comme l'une des grandes belles histoires de cette Coupe du Monde et de la position actuelle de Haaland, au sommet du classement des buteurs. Pour un pays qui n'avait pas atteint ce stade d'une Coupe du Monde depuis des décennies, être simplement là constitue déjà un accomplissement historique, quoi qu'il arrive ensuite. Pour le Brésil, la route est plus trouble et nettement plus compliquée. Ancelotti a publiquement présenté cette défaite comme un carburant pour ce qu'il appelle un nouveau cycle, une formule qui laisse entendre que la fédération entend traiter ce tournoi comme un moment de transition plutôt que comme un échec appelant un changement total. Reste à savoir si les supporters, les médias et les sponsors brésiliens accepteront cette lecture au cours des 4 prochaines années, surtout avec une génération dorée de talents offensifs, que beaucoup estiment désormais pressés par le temps pour offrir le seul trophée qui définit la plus grande scène de ce sport depuis 1958,